Madame, Monsieur, bonsoir. À la une de cette édition, retour sur les montagnes russes médiatiques dans le conflit en Ukraine, une actualité qui joue à Fais-moi peur et qui nous permet une transition toute faite avec un sujet sécuritaire, celui des violences le soir de la fête états-unienne d'Halloween. Et enfin, une page consommation avec la vente en ligne qui semble connaître un certain à-coup après des années de progression. Rumeurs, propagande, désinformation, prise de position partisane, la guerre en Ukraine atteint des sommets de manipulation à l'heure du tout numérique. Des chefs militaires russes envisageraient dans le dos du président Poutine d'utiliser l'arme nucléaire. Et non, il ne s'agit pas d'une obscure information délivrée par les délires d'un anonyme sur les réseaux sociaux, mais d'un article de La Dépêche. Une information pour le moins étonnante délivrée mercredi et pour laquelle on retrouve, à l'origine, le renseignement américain. Une information qui contredit l'idée développée par certains et selon laquelle il s'agirait de tuer Poutine pour mettre fin au conflit et qui laisserait penser que le président russe est moins belliciste que ses généraux. Reste que cette information est à prendre avec des pincettes. Il y a 2 jours, les renseignements américains mettaient aussi en garde contre une attaque imminente de l'Iran contre l'Arabie saoudite, ce qui paraît hautement improbable au vu de la situation intérieure de Téhéran, mais aussi du refroidissement des relations entre Riyad et Washington. Les informations délivrées par les renseignements des États aux journalistes ne reflètent pas nécessairement la réalité, mais parfois une narration que veulent faire entendre ces renseignements dans la guerre de l'information qu'ils mènent. Il ne s'agit pas ici de dire que telle ou telle information est juste ou fausse, mais qu'elles doivent être prises avec du recul. Sur la question nucléaire, la menace qui pousse à cliquer sur un article, à acheter un journal, est brandie de manière épisodique. Tantôt les risques de la centrale de Zaporijia qui serait sous les bombes russes ou ukrainiennes, tantôt la Russie qui envisagerait d'utiliser la force nucléaire, ou même l'Ukraine qui préparait une bombe sale, à savoir une bombe qui contient des particules radioactives, en voulant faire porter le chapeau à la Russie. Autant d'informations qu'il est rarement possible d'infirmer ou de confirmer. Dans ces montagnes russes informationnelles, des questions sont traitées comme si elles étaient immédiatement d'une importance capitale. Puis, elles disparaissent et réapparaissent dans un concert désordonné donnant lieu à des émotions des badauds et aux déclarations guerrières des téméraires commentateurs. Il y a aussi l'asymétrie de traitement entre les 2 camps, ainsi les drones iraniens utilisés par l'armée russe ont valu des réprimandes à Téhéran et étaient décrits de manière terrible, quand les drones utilisés par l'armée ukrainienne, qui tuent aussi, ont semblé beaucoup moins inhumains dans les titres de presse. L'urgence aujourd'hui mise en avant est la reconduction ou non de l'accord céréalier par la Russie, mais aussi la récupération du conflit par le président Macron. Le chef d'État français a ainsi annoncé la tenue d'une conférence internationale à Paris le 13 décembre prochain. Elle consistera à, je cite, « soutenir la résilience civile du pays tout au long de la période hivernale ». Un coup de com' du président français qui pourrait être l'occasion de se pencher sur un sujet plus intéressant, celui du climat en Ukraine qui pourrait être déterminant pour la guerre. Les uns affirment que l'hiver profiterait aux Russes, les autres que non. Quoi qu'il en soit, s'intéresser aux conditions climatiques qu'offre le terrain ukrainien est important, tout comme s'intéresser aux différences climatiques sur un territoire plus grand que la France métropolitaine. Le traitement de la guerre en Ukraine donne donc lieu à une couverture sensationnaliste, à laquelle s'ajoutent les sensibilités souvent partisanes des journalistes et éditorialistes, ainsi que les diatribes sur les réseaux sociaux, le tout donnant un aspect déformé du conflit et de ses enjeux, participant de la confusion et faisant parfois perdre le fil des questions les plus essentielles en lien ou non avec ce conflit. Retour sur les violences de la soirée d'Halloween. La fête horrifique états-unienne est désormais une source d'inspiration importante pour les délinquants français. Dans la nuit du 31 octobre, ils ont semé le chaos dans de nombreuses villes, tour d'horizon. Tous les prétextes sont bons pour les délinquants. De nombreux incidents ont été signalés dans la nuit de lundi à mardi dans les villes et banlieues françaises. Le motif ? La fête américaine d'Halloween qui a traversé l'Atlantique et s'est emparée d'une partie de l'Europe, suscitant un intérêt inégal du public au gré des années. Si pour beaucoup, notamment les enfants, cet événement est l'occasion d'enfiler leurs plus beaux costumes de Batman et Dark Vador dans une sorte de carnaval d'automne, les délinquants y voient, eux, une nouvelle occasion de semer le chaos. À Perreux-sur-Marne, dans le Val-de-Marne, 20 individus ont organisé un guet-apens contre la police, attaquant les hommes en bleu à coups de mortier d'artifice. Des scènes semblables ont eu lieu à Valence et Montélimar, dans la Drôme, où un policier a été blessé. Une violence inédite dans ce secteur.
De Nice à Orléans, en passant par Grenoble, Lyon, Nancy ou Belfort, des incendies de voitures ou de poubelles ont été déclenchés à travers tout le pays. 86 interpellations auraient eu lieu sur tout le territoire, bien que le chiffre ne soit pas exhaustif. Fête commerciale dont la popularité a explosé lors des années 90, à l'occasion du boom de l'américanisation du vieux continent, Halloween est en temps normal une occasion de se déguiser, de manger des sucreries, mais surtout de faire peur et de se faire peur. Fantômes, diablotins et sorcières sont les héros d'Halloween et de très nombreux films d'horreur ont placé leur intrigue à cette période. Des délinquants ont fini par vouloir lier fiction et réalité en provoquant des troubles réels le soir de cette fête. En 2018, s'inspirant du film American Nightmare, dans lequel une purge est organisée une fois par an, une purge lors de laquelle tous les crimes sont autorisés, des individus avaient annoncé l'organisation de la première purge de France. La menace avait été prise au sérieux par les autorités conscientes de la capacité de nuisance d'une certaine frange de la population. Nous sommes loin de l'origine historique d'Halloween, c'est-à-dire la fête païenne de Samhain. Comme le rappelaient nos confrères de Brésinfo, Samhain est l'une des 4 fêtes majeures de l'année celtique. Elle célèbre le début de l'année nouvelle ainsi que le passage de la saison claire à la saison sombre. Elle donnait lieu autrefois à des rites druidiques, des assemblées, des libations et des banquets rituels. La fête d'Halloween, que nous connaissons désormais, en est très éloignée et participe aujourd'hui d'une occultation de la fête catholique de la Toussaint, fêtée le 1er novembre, la veille du jour des morts. Si la France a subi une énième vague de délinquance en cet Halloween 2022, la Corée du Sud a de son côté vécu un véritable drame national. Un mouvement de foule dans une ruelle survenu lors d'une grande soirée organisée à Séoul, la capitale, a ainsi provoqué la mort de plus de 150 personnes. Les motifs exacts de l'incident demeurent incertains. Il s'agissait du premier grand rassemblement sans restriction depuis la crise sanitaire. Les limites des ventes sur Internet ont-elles été atteintes? Si la méthode était imposée par le confinement et les fermetures de magasins durant la crise sanitaire, la pratique semble aujourd'hui en baisse. Décryptage. Le e-commerce regrette le Covid-19. Depuis la fin des mesures liberticides en lien avec la crise sanitaire, la vente en ligne n'est plus contrainte et forcée, de quoi esquisser un retour à la normale dans les habitudes de consommation. Au premier trimestre 2022, on observe une baisse du taux de vente par Internet de 15% par rapport au premier trimestre de l'année précédente. Au second trimestre, cette même tendance se confirme. Certaines sociétés spécialisées dans ce secteur, telles que Cdiscount ou Amazon, enregistrent d'importantes baisses de chiffre d'affaires. Une courbe qui concerne des secteurs très variés, de l'équipement, de la maison à la beauté et la santé en passant par l'habillement ou encore les produits culturels, jouets et cadeaux. Certains analystes estiment que l'inflation et la baisse conséquente du pouvoir d'achat sont aussi à l'origine de ce phénomène. Autre explication avancée concernant le non-alimentaire, la rupture de chaîne d'approvisionnement due au Covid. Ainsi, en Chine, les restrictions sanitaires sont telles que des usines sont à l'arrêt et les ports fonctionnent au ralenti. Ainsi, le port de Shanghai, plus grand port de porte-conteneurs du monde, a subi les conséquences d'un nouveau confinement au mois de mars dernier. En conséquence, de nombreuses marchandises n'étaient plus exportées vers le continent européen. Sans surprise, l'explication la plus évidente reste évidemment la réouverture des magasins qui a entraîné un délaissement de la vente sur Internet. On peut ainsi noter qu'au troisième trimestre 2022, Cdiscount a enregistré une baisse de 7,7% des visites sur son site par rapport au troisième trimestre de l'année précédente. Une tendance baissière qui ne doit pas cacher une autre évidence. Même si la vente sur le web décline, elle a été non seulement banalisée dans le quotidien, mais elle a également été expérimentée par une catégorie beaucoup plus large de la population. En effet, nombreux sont les Français à s'être familiarisés au e-commerce, contraints et forcés par les confinements à répétition. Ainsi, même si les magasins physiques ont repris du poil de la bête, les tendances lourdes sont plus inquiétantes. Aujourd'hui, par rapport à 2019, avant le Covid, les ventes web ont progressé de 57% alors que les ventes en magasin connaissent une baisse de 2,5%. Si la baisse très légère atteste bien d'un retour à la normale, l'explosion de la vente en ligne, même ralentie ces derniers mois, est la démonstration des nouvelles habitudes adoptées par de plus en plus de Français. Une transformation progressive de la consommation qui porte atteinte au tissu social et à l'économie française, à plus forte raison que les grands gagnants du commerce en ligne paient rarement leurs impôts en France.